Donc je m'appelle Gilles Raveau, je suis donc principalement donc maître de conférences en économie dans la pauvre université de Saint-Denis et je suis aussi journaliste pour Charlie Hebdo. Alors là, je vais dire la vérité. Depuis, je fais partie, je suis atteint du syndrome François Bayrou. Et depuis que j'ai 6 ans, je suis persuadé que quand je serai grand, je serai président de la République. Et donc je me suis dit, quand je serai président de la République, il faudra que je connaisse l'économie, parce que c'est quand même trop important, donc il faut que je fasse des études d'économie. Voilà. Bah, c'est vraiment cliché, mais en fait, j'ai vraiment été marqué par mes profs, quoi. Moi, j'ai adoré l'école depuis tout petit. Je fais partie de ces enfants qui restaient à l'étude le soir. Ma mère venait me chercher à 18 h, je passais toutes mes journées. Et j'ai vraiment été marqué à l'école primaire. Et Monsieur Gued, par exemple, qui était l'instituteur du CM2, qui nous faisait très peur parce qu'il avait des lunettes fumées très foncées, il avait un problème aux yeux. Il avait sa blouse, c'était le directeur de l'école, il était très sévère. Et il m'impressionnait énormément. Et ensuite, j'ai une professeure de français en première, un prof de terminale, Monsieur Risson, Jean-Pierre Risson à Lyon. Il nous faisait la conférence de Yalta et il imitait Staline, Churchill, etc. C'était dingue. On a l'impression d'y être. Il m'a fasciné, ce prof. Et ensuite, j'ai eu 2 profs à Lyon. J'ai fait mes études d'économie à Lyon d'abord. Et c'est là que j'ai eu les meilleurs cours d'économie. Yves Crozet, qui est toujours prof à Lyon, et Claude Mouchot, qui est décédé maintenant. Et vraiment, ils m'ont marqué à vie, tous ces gens-là. Et c'est vrai, j'ai eu envie de leur ressembler. Voilà. Évidemment que les jeunes générations sont intéressées à l'économie. C'est vrai que moi, il se trouve que j'ai enseigné aux États-Unis pendant 2 ans. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, notamment parce que j'ai travaillé pour le monsieur qui écrit le livre d'économie, le manuel d'économie, qui est de loin le plus vendu au monde. Donc j'ai pris quelques leçons en termes de pédagogie, si vous voulez. Et pardon, mais ce qui m'énerve un peu dans cette question, c'est que, et ça c'est vrai que j'ai un gros, gros problème avec vraiment la plupart de mes collègues là-dessus, c'est que quand on est prof, c'est à nous d'intéresser les élèves. Mais vraiment, quoi. Et c'est pas démago de dire ça, c'est juste la base du truc. C'est juste un truc de respect minimal. Et ça n'empêche pas, vous pouvez demander à mes étudiants, je les bastonne de travail. Je pense que je leur donne énormément de travail. Je peux être très dur. Mais dans mes cours, voilà, quand on rentre en salle de cours, c'est pour ça que c'est aussi dur d'être enseignant. C'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi dur de trouver des candidats pour être enseignant. C'est que c'est un spectacle. Donc moi, quand je rentre en salle de cours, je veux être intéressant, je veux être drôle, je veux les faire réfléchir. Je sors de 2 heures de cours, je suis épuisé. Et donc évidemment, si vous faites ça, vous les intéressez, mais tout le monde s'intéresse à n'importe quel sujet. Et je pense que voilà, vous pouvez avoir une conférence sur la Chine au XVIIe siècle, si c'est fait par quelqu'un qui est passionné, ça va vous intéresser. Et c'est vrai que j'aimerais, je ne sais pas pourquoi, enfin je sais un peu, mais je suis très fatigué en France par ce côté justement où les profs estiment que c'est aux élèves de s'intéresser à eux. Ben non, ça ne marche pas comme ça du tout, quoi. Oui, oui, bien sûr, bah, plein de gens le font tout le temps, tout le monde transforme. Moi, je dirais que j'ai une petite fatigue avec toute l'histoire sur les entrepreneurs ou les décideurs, cette idée qu'il n'y aurait que les chefs d'entreprise qui changeraient la vie, en fait, pour reprendre le slogan de François Mitterrand. Je pense que pour le coup, ouais, c'est pas un cliché, on le fait tous à notre niveau. Je pense que tout le monde change plein de trucs tout le temps. Et c'est vrai que notamment, j'ai beaucoup de mal avec cette idée que les emplois les plus durs ou les plus utiles ou les plus créatifs seraient forcément en haut de la pyramide. On a bien vu pendant le Covid que ce n'était pas du tout si simple. Et là, il y a beaucoup de travail, tout un travail à faire pour, en termes d'imaginaire et aussi sur le plan monétaire, de reconnaître que moi je pense que voilà, il y a des gens, j'en suis certain même, c'est beaucoup des femmes, qui sont par exemple derrière un guichet à la poste, qui doivent être très créatives toute la journée pour répondre à toutes les demandes des gens, éventuellement en langue étrangère, qui sont confrontés à plein de problèmes. Mais ces gens-là, on a décidé que c'était des boulots non qualifiés. Alors que moi, je sais par exemple, surtout maintenant à mon âge avec mes problèmes de santé, que ce boulot-là, je ne serais pas capable de l'occuper pendant une journée. Je vais faire un petit côté cocorico après avoir été très négatif. En France, on n'en est pas loin. Je pense que c'est ça qui m'agace en fait. C'est vrai que le fait d'avoir vécu aux États-Unis, ça m'a beaucoup marqué. Là, j'ai discuté avec Vincent Ponce, qui est prof aussi à Harvard, qui vient de recevoir le prix du meilleur jeune économiste. Et il me disait, voilà, quand on est aux États-Unis, bon, lui, il doit avoir quand même un salaire de dingue. En plus, il est prof à la Business School d'Harvard, ça doit aller. Et il dit, voilà, quand on est aux États-Unis, on a ce souci de se dire, si je tombe malade, je ne suis pas sûr d'être soigné. Même lui, si vous voulez. Là, s'il a des enfants, il sait que voilà, le risque qu'ils se prennent une balle aux États-Unis est quand même beaucoup plus élevé, même à Boston,
que dans la plupart des villes en France, vous voyez. On est quand même dans un pays extrêmement riche, magnifique, qui fonctionne hyper bien sur plein de trucs. Et en fait, moi, c'est ça qui me rend vraiment triste. C'est je vois, comme on est nombreux comme à sentir ça, qu'il y a plein de trucs dans notre pays qui sont vraiment en train de s'abîmer. Je me rappelle, j'allais beaucoup en Angleterre à cette époque-là, en 2000, l'Organisation mondiale de la santé qui nous classe premier pays au monde pour le système de santé. Et je me rappelle à l'époque, je me moquais des Anglais, où vous aviez des gens qui mouraient parce que les listes d'attente étaient trop longues. Vous alliez en Angleterre à cette époque-là, tous les jours, dans les tabloïds, vous aviez la mère de famille qui était décédée d'un cancer à 40 ans, qui aurait parfaitement été qui aurait dû être soignée, mais parce qu'elle était trop loin dans la liste. Et nous, voilà, je disais, ben ça en France, ça n'arrivera jamais. Ben maintenant, en France, ça, on sait que ça arrive. Et donc, c'est ça, j'aimerais qu'on se révolte par rapport à ça et de se dire, on est un pays extrêmement riche. Moi, je le vois dans ma famille, il y a quand même beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, qui partent quand même beaucoup en vacances. Et en fait, ça m'agace un peu de me dire, bah ouais, okay, c'est cool pour toi, mais peut-être qu'en fait, si on te prenait un peu plus et que l'école et l'hôpital allaient mieux, bah en fait, toi, ça ne changerait pas grand-chose. Et peut-être aussi même que tu serais content finalement d'être dans un pays où ça va mieux. Mais le problème, c'est comment on fait politiquement pour passer de la situation actuelle à cette situation-là. Mais moi, je suis très très frustré de voir notre pays s'abîmer, alors qu'on a une qualité de vie qui est exceptionnelle en France et que je sais pas, peut-être que 95% des êtres humains nous envient, quoi. Enfin, on voit bien que la France, elle fait rêver pour ça, pour les étrangers. C'est pas juste les monuments, c'est la qualité de vie qu'on a, quoi. Eh ben, je pense que, bon, je vais pas dire ce que je pense, mais je vous donne un exemple très précis qui est le lien avec mon bouquin. C'est que quand il y a eu les élections législatives et que effectivement, en termes strictement politiques, Jean-Luc Mélenchon a eu cette idée géniale de créer la NUPES et qui a fait qu'effectivement, il y a eu beaucoup plus de députés de gauche qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas eu la NUPES. Bon. Donc ils sont passés, je sais qu'ils étaient 13 avant la précédente mandature ou à 80, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, mais ouais, mais c'est ma naïveté que je vais essayer de garder quand même. Je me suis dit, bon, bah, ils vont faire comme le Parti communiste avant, c'est-à-dire qu'ils vont prendre, je sais pas, 1000 euros par mois sur toutes les indemnités de députés. Donc vous voyez, ça fait voilà, 80-90 000 euros tous les mois. Et ils vont créer un petit machin pour travailler, c'est-à-dire une toute petite structure pour inviter voilà, des gens comme moi qui viennent partout gratuitement parce qu'on est assez con pour le faire, et pour réfléchir, travailler, etc. Vous voyez, pour moi, c'était évident. Et ils ne l'ont pas fait. Et ça, pour moi, c'est un signe d'une bêtise profonde. C'est-à-dire que, voilà, vous savez que vous avez 5 ans, vous savez que la gauche est ravagée dans le pays, vous savez que vous avez, voilà, les problèmes, on les connaît tous, le logement est trop cher, bon, les solutions, c'est compliqué. L'éducation, voilà, il faut mettre des milliards, où est-ce qu'on les trouve? Vous voyez, question aussi simple que ça. La transition écologique, comment on la fait vraiment? Comment on fait pour que les gens lâchent leur bagnole? C'est vraiment compliqué. Il faut travailler pour ça. Ça ne peut pas être fait à l'Assemblée, ça ne peut pas être fait dans le temps médiatique qui est nécessaire. Vous avez des ressources, vous avez du temps. En plus, pour le coup, ça je reconnais totalement, je le dis partout, la France Insoumise est le seul parti qui a fait un travail, tout parti confondu, c'est le seul parti qui a fait un travail intellectuel. Vous regardez l'avenir en commun, il y a des réflexions dans tous les domaines, ils ont travaillé avec des associatifs, avec des intellectuels de tous bords, de toutes disciplines, sur tous les sujets. Alors là, vraiment, mais alors là, je me prosterne devant Jean-Luc Mélenchon pour avoir fait ce travail-là. Mais je me dis, voilà, tu arrives à l'Assemblée, tu as du temps, tu as du moyen, tu mets en place ta structure. Ben non. Ben non. Ah la vache, j'ai trop honte, mais il est évident. Il se trouve que j'ai eu la chance incroyable de remplacer Gérard Biard, le rédac-chef, certaines semaines où il était en vacances. Et notamment, donc j'étais rédac-chef, bon, même si c'est Rhys le patron qui faisait les grands choix évidemment, j'étais rédac-chef de Charlie le jour de l'incendie de Notre-Dame. C'est juste un super souvenir. C'est horrible, parce que c'était un lundi, et donc nous on boucle, en fait voilà, nous la fin de la semaine à Charlie c'est le lundi, et il faut absolument que le journal parte à, je crois, vers 18h. Il est imprimé en fait dans la nuit du lundi au mardi, même s'il sort en kiosque que le mercredi. Et donc là, on a une vraie contrainte, si vous voulez, par rapport à l'imprimerie. C'est pas quand on veut du tout. Il y a une file d'attente dans les imprimeries. Enfin, ouais, c'est pas vous qui décidez. Et donc nous, tout est calé comme ça. Et je me rappelle, donc la journée du lundi se passe. Et donc là, j'adorais parce que donc les pages sortent imprimées les unes après les autres. Et là, je mettais BAT, bon à tirer. Je les signais une à une. Donc on voit le journal se faire page après page. La journée se passe et tout. Et puis voilà, le journal est fait. Et donc on apprend l'incendie qui, je sais pas, doit arriver à 17h ou un truc comme ça. On met la télé. Et voilà, tout le journal est fait. Et là, je vois Rhys. Et donc je sais plus ce qu'il y avait comme couve qui était prévu. C'était sur Macron, je crois. Je sais plus. Mais forcément, la couve, elle n'est plus du tout. Et c'était pas possible qu'on sorte le mercredi sans faire référence. Et là, il se tourne vers Jean-Luc, le maquettiste. Il dit, bon,
on a le temps ou pas? Il dit, et Jean-Luc, il dit, ouais. Et là, je vois Rhys qui dit, ok, on change la couve. Et je vois Rhys, et donc le journal était presque désert, tout le monde était parti. J'étais juste avec lui et une ou deux autres personnes. Voilà, et il se met sur un coin de table, et en 5 minutes, il fait la couve de Charlie de cette semaine-là, qui est géniale et tout. Et parce que nous, Charlie, on travaille dans le froid, comme on dit dans le journalisme, on est un hebdo, c'est beaucoup des papiers qui sont pas en lien avec l'actualité. Et là, vous voyez, j'ai eu le frisson du journaliste, l'actu, quoi. L'actu chaude, et enfin, c'est le cas de le dire. Et je sais pas, je suis sorti de là, c'est horrible, hein. Je suis pas allé vers Notre-Dame et tout. Bon, je vous dirai pas où on est parce que c'est secret. Mais je suis sorti du journal, mais j'étais aux anges, quoi. C'était bon, c'est horrible, quoi. Donc quand je suis allé aux États-Unis, en fait, j'ai pu y aller parce que j'enseignais pour un prof de gauche âgé, qui était vraiment un des tout derniers, quasiment le dernier prof de gauche d'Harvard, qui s'appelait Steve Marglin. Bon, et donc j'ai été son chargé de TD pendant un semestre. Et ensuite, j'avais pas de financement pour rester, et j'étais très bien là-bas, parce que c'était quand même très agréable la vie à Cambridge. Et donc en fait, vraiment pour bouffer, donc je suis devenu chargé de TD de Gregory Mankiw, qui avait été quand même l'ancien économiste en chef de George Bush, donc c'était quand même quelqu'un de très très conservateur. Donc auteur donc, du fameux manuel que tout le monde peut trouver dans toutes les langues du monde, y compris en français bien sûr. Bref, et donc pour Mankiw, alors c'était dingue parce que en fait son fonctionnement était vraiment industriel. C'était le plus grand cours d'Harvard à l'époque, on avait 800 étudiants, c'était un cours de première année, on était 40 chargés de TD, et pour être sûr que tout le monde avance au même rythme, donc chaque semaine, les étudiants devaient lire un chapitre du livre, et nous, on avait des notes, on nous disait, comme des scripts en fait pour un acteur, pour nous dire séance par séance, exactement ce qu'on devait dire, quel type de questions les étudiants pouvaient poser, ce qu'il fallait leur répondre. Donc vous voyez, on était vraiment, c'est là qu'on voit le truc libéral dans la pratique. J'ai bien vécu, j'ai l'impression d'être en Union soviétique. C'était assez marrant. Et donc, j'étais obligé, voilà, d'enseigner exactement l'opposé de ce que je pense. Ce qui est évidemment une expérience fabuleuse, mais il y a vraiment certaines séances où c'était dur. Et notamment, en fait, chaque semaine, on leur faisait le fameux diagramme off-demande en disant, voilà, le marché, c'est toujours la solution, l'État, c'est toujours le problème. Et notamment, j'ai dû enseigner, par exemple, que le salaire minimum, dès que vous aviez un salaire minimum, ça créait du chômage. Voilà. Et donc là, ça, c'était vraiment dur. Et donc, ce que j'arrivais à faire, c'est que pour les séances les pires comme ça, à la fin, je leur disais, bon, voilà, le cours est terminé. Et je disais, voilà, il y a d'autres façons de voir. Et je leur faisais 5 minutes où j'avais appelé ça anti le nom du cours. Et là, j'avais toujours peur de me faire lourder du jour au lendemain, parce que j'ai jamais signé de contrat de travail, hein, c'est les États-Unis, j'ai jamais eu de contrat de travail, et j'avais toujours peur d'être dénoncé par mes étudiants. En fait, ils aimaient bien. Mais voilà, il y a eu des cours comme ça, c'était vraiment dur. Là, je prêchais. En plus, c'était important pour eux de réussir l'examen, etc. Donc moi, je voulais vraiment pas les embêter. C'est-à-dire que c'est très important pour eux les notes. Enfin, l'ambiance est très compétitive là-bas, c'est normal. Ils jouent leur avenir. Donc je voulais pas les embrouiller, quoi. J'avais vraiment, il fallait que les endoctrine. Et, ah oui, d'ailleurs, pardon, je finis juste là-dessus. Une fois, on a une réunion avec Grégory Mankiw, juste les chargés de TD, et là, il nous sort la phrase la plus dingue, je pense que j'entendrai peut-être de ma vie. Il nous dit, bon, parmi nos étudiants, on a peut-être le prochain président des États-Unis, et moi, je veux formater la façon dont il pense. Et là, on se dit, ah, bah oui, c'est ça dont il s'agit finalement. Voilà. Oui, je pense, ouais. Moi j'aime pas trop la nuance où on perd son temps. Je préfère dire des choses percutantes pour faire réfléchir les gens. Mais si, bien sûr, bien sûr. Puis là, il ne faut pas exagérer. Je pense qu'effectivement, on a, malgré tout, c'est vrai, il y a une dégradation des médias mainstream et tout ça. Là, il y a un problème de ce côté-là. Mais moi, c'est ce que je dis aussi à mes étudiants. Moi, quand j'avais leur âge, il n'y avait pas toutes ces vidéos YouTube, il n'y avait pas toutes ces sources alternatives d'informations. Donc là, je trouve que quand on est en France, et d'une façon plus générale d'ailleurs, c'est un problème que j'ai même avec la critique de la société de consommation et tout ça. Quand vous êtes en France aujourd'hui, si vous n'avez pas de problème de santé, voilà, vous pouvez vraiment aller vivre en Ardèche. Non mais vraiment, vous pouvez. Et je ne veux pas dire que... Et vous pouvez lire Le Monde diplomatique et André Gorz et Ivan Illich toute la journée, en plus même gratuitement. Enfin oui, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui ont cette possibilité-là, pour plein de raisons, parce qu'ils sont dans les pays pauvres. Nous, on est un pays très grand, vide, on peut vraiment mener sa vie. Je sais que ce n'est pas du tout si simple que ça. Moi-même, je suis pris dans milliards de contradictions. Plein de fois, je me demande toujours ce que je fous en région parisienne, etc. Donc voilà, je fais des choix plus ou moins. Mais on a une liberté quand même en France, voilà, encore une fois, qui nous est donnée par les services publics, qui nous est donnée par la richesse de notre pays. Et je trouve qu'il faut quand même faire attention à quand même pas sombrer dans un discours de on n'a pas le choix, on ne peut rien faire. Je sais bien que la contrainte écologique, elle va être de plus en plus terrible, mais on est beaucoup mieux ici en France
que, pour donner un exemple extrême, il y a des îles du Pacifique où les gens qui ont déjà disparu, hein, où les gens avaient toute leur histoire, leur famille depuis des siècles. Bon, ces îles, elles ont déjà disparu. Donc il y a des gens, ils ont perdu leur mémoire, enfin c'est complètement dingue. Nous, on n'en est pas là en France, donc on peut quand même faire beaucoup de choses dans notre pays.